Merci de votre écoute et de votre fidélité comme chaque matin. Et nous retrouvons à présent Sébastien Lévy, notre correspondant à New York aux États-Unis. Bonjour Sébastien. Bonjour Elena, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. On va encore parler de Donald Trump, de ses dernières déclarations, de ce qui se passe un petit peu sur la scène diplomatique américaine. On va commencer par ce qui se passe avec Harvard. Harvard qui ne recevra plus de subventions de l'État fédéral. C'est ce qu'a annoncé cette nuit l'administration Trump. Donc encore une attaque de Donald Trump contre Harvard sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme, Sébastien. Oui, le bras de fer continue. Donc, il y a eu effectivement cette annonce concernant la fin de toutes les subventions fédérales, qui faisait suite également il y a quelques jours au fait que le statut fiscal d'Harvard allait aussi être révoqué. Ça permet à Harvard de payer moins d'impôts en tant qu'institution éducative. Ce qui est intéressant, c'est que Harvard, on en a déjà parlé ici, est loin d'être la pire université. Il y a vraiment eu, on le sait, de gros problèmes sur les campus américains. Il se trouve qu'Harvard a plutôt essayé de gérer ce problème. Vous avez aujourd'hui un président d'université qui a pris pas mal de mesures là-dessus, notamment contre les pires excès du wokisme. Mais vraiment, on sent que pour Trump, Harvard est un symbole extrêmement fort. Donc, il veut vraiment attaquer Harvard pour montrer qu'il prend ce sujet à bras le corps. Et si on le sait pour lui, un moyen de mettre au pas toute l'éducation supérieure américaine, c'est vraiment une priorité absolue de Donald Trump. Alors, s'attaquer à l'éducation via les universités, puis il y a aussi les médias. Donald Trump qui a ordonné en effet il y a quelques jours à l'État de cesser de financer les médias publics américains, PBS et NPR, l'administration qui multiplie les critiques et les attaques contre de nombreux médias traditionnels. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Sébastien ? En fait, on en a déjà parlé, il y a vraiment 3 institutions majeures contre lesquelles Trump s'élève, un petit peu à la manière d'un Viktor Orban. Les universités, la justice, qui est un contre-pouvoir très important, et aussi les instituts, et aussi donc la presse, qui est aussi un contre-pouvoir majeur. Pour lui, pour Donald Trump, c'est extrêmement important de décrédibiliser au maximum les médias, pour une raison simple. Il veut faire perdre aux médias toute crédibilité, c'est-à-dire rendre inopérantes toutes les critiques contre lui qui peuvent venir de ces institutions et en particulier des médias. Donc, les décrédibiliser d'un côté, les affaiblir de l'autre, notamment en coupant les subventions à tout ce qui est médias publics, comme peut être NPR ou PBS, qui sont un peu l'équivalent de Radio France ou de France Télévisions. C'est un moyen pour lui vraiment d'attaquer bien en tête les médias. Il le fait également avec des médias privés. Il y a par exemple aujourd'hui une vraie menace sur la licence de CBS, parce que Trump n'a pas aimé une émission que CBS avait fait. Donc on sent vraiment attaque contre les médias publics, attaque contre les médias privés. Je dirais que son offensive contre ces 3 institutions, les médias, la justice et l'université, continue de manière extrêmement forte. Oui, c'est vraiment beaucoup d'auditeurs. Plus de 40 millions d'Américains écoutent chaque semaine, je viens de voir ça, la radio publique NPR. 36 millions regardent chaque mois une télévision locale du réseau PBS. Quelles conséquences justement pour les grands médias ? Est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences ? Vous avez déjà des conséquences. Vous avez déjà des conséquences avec notamment le producteur de 60 Minutes, qui est une grande émission américaine. Ce serait l'équivalent un petit peu d'un envoyé spécial en France, qui a démissionné. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui une fusion que veut faire le propriétaire de CBS. Pour faire cette fusion, ils ont besoin de la bénédiction de la Maison Blanche. Il y a un accord qui a été passé entre la Maison Blanche et la maison mère de CBS. Et donc, il y a une vraie crainte de perdre son indépendance de la part de CBS. Donc, avec en plus la crainte de perdre sa licence. Donc, vous avez non pas une autocensure, mais vous avez certains médias qui se posent des questions et puis d'autres qui sont vraiment affaiblis comme les médias publics. Donc, ça crée une atmosphère un petit peu particulière où les médias ont un petit peu peur de perdre petit à petit leur indépendance. Donc oui, c'est à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est un vrai objectif de l'administration Trump. Alors l'administration Trump également qui observe un petit peu tout ce qui se passe sur la scène internationale, notamment la guerre en Ukraine. Les États-Unis et l'Ukraine qui ont d'ailleurs scellé il y a quelques jours leur accord sur les minerais ukrainiens. Donald Trump qui exigeait que l'Ukraine paye l'aide militaire américaine avec les recettes futures de l'exploitation de son sous-sol. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Sébastien ? C'est que c'est assez malin de la part de Zelensky. Il faut savoir que cet accord, il a d'abord été voulu par Zelensky, qui a compris que c'était très important de jouer sur la nature transactionnelle de Trump et que donc il n'allait pas vraiment pouvoir jouer sur la notion d'indépendance de pays de l'Ukraine pour continuer à bénéficier de l'aide américaine.
En revanche, d'être dans une espèce de donnant-donnant en disant, écoutez, vous aurez droit à un certain accès aux ressources. En revanche, on a besoin d'un certain accès, je dirais, aux armes américaines et surtout le fait que les États-Unis demeurent impliqués dans la région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un accord qui ne plaît pas trop aux Russes parce qu'aujourd'hui, les Américains ont un intérêt, je dirais, financier sur les ressources de l'Ukraine. Et donc, ça remet l'Ukraine dans le jeu et ça remet l'Amérique qui ne veut pas complètement se désengager de ce conflit. Donc, c'est bien joué de la part de Zelensky. Et puis, ça traduit un certain revirement de la part de Trump qui ne veut pas aujourd'hui se désengager complètement de l'Ukraine. Donc, c'est assez bien joué. En même temps, c'est une vraie victoire également pour les États-Unis et notamment dans la vision transactionnelle de Trump. Donc, on verra comment ça va jouer. Mais c'est vrai que c'est un certain tournant parce que par rapport aux menaces d'abandonner l'Ukraine, aujourd'hui, Zelensky a en tout cas obtenu un répit et ça n'est pas quelque chose qui plaît énormément à Vladimir Poutine. Alors, il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi ce qui se passe avec Israël et la menace du nucléaire iranien. On sait que Donald Trump a limogé Mike Valtz après des discussions avec Netanyahou sur une frappe contre l'Iran. Le président Trump, apparemment, qui avait des divergences sur l'usage de la force militaire contre l'Iran avec Mike Valtz. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Est-ce qu'on peut rappeler les faits, Sébastien? Alors, très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux camps au sein de la Maison-Blanche. Vous avez une aile extrêmement isolationniste, qui serait J.D. Vance, Stephen Miller, qui est le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche. Et puis, vous avez une aile un peu plus traditionnellement républicaine, comme Marco Rubio ou comme Mike Valtz. Et il se trouve que sur le sujet de l'Iran, vous avez vraiment une distinction extrêmement forte. Mike Valtz, il a été officiellement exfiltré vers l'ONU, notamment pour le scandale du Signalgate dont on avait parlé. Mais il semble que ce soit beaucoup plus lié à un agacement de la part de Donald Trump. Il semble qu'il y ait eu, c'est le Washington Post qui l'a rapporté des négociations secrètes entre Mike Valtz et Benjamin Netanyahou sur des frappes, éventuellement une coordination des frappes Israël-États-Unis contre l'Iran. Ça n'a pas du tout plu à Donald Trump, peut-être moins sur le fond que sur la forme, le fait d'avoir été mis de côté. Et Benjamin Netanyahou s'est extrêmement inquiété de ça, puisqu'il a fait un tweet le Shabbat, ce qui est extrêmement rare, pour dire « cette histoire est fausse, il n'y a jamais eu de coordination avec Mike Valtz ». En gros, c'est très important pour Benjamin Netanyahou d'être dans les bons papiers, dans les petits papiers de Donald Trump, donc il a tenu à démentir ça. Donc encore une fois, vous avez là deux choses, le fond et la forme. Benjamin Netanyahou ne veut surtout pas apparaître comme quelqu'un qui manipule Donald Trump, c'est qu'il sait que c'est quelque chose qui peut vraiment se retourner contre lui. Donc en ce sens, cette lecture de la guerre contre l'Iran est vraiment un sujet important. Et je rajouterai un point, ce qui se passe par rapport aux Houthis. Benjamin Netanyahou veut absolument lier les deux sujets, les Houthis et l'Iran, alors que l'aile isolationniste veut essayer de découpler les deux sujets, dire l'Iran et les Houthis, ça n'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, l'Iran a essayé de mettre une distance avec les Houthis. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. Un point là-dessus. Benjamin Netanyahou a sorti un tweet que Trump avait fait au mois de mars, où il avait dit les vrais responsables de ce que font les Houthis, c'est l'Iran, et en disant je soutiens le président Trump, en ressortant un tweet d'il y a un mois et demi. Donc on sent véritablement que ce qui se passe aujourd'hui avec les Houthis et l'Iran, c'est quelque chose d'extrêmement tendu. Benjamin Netanyahou a très très peur d'être mis de côté dans cette histoire. Donc c'est à cette lecture, c'est à cet angle-là, je pense qu'il faut lire ce qui s'est passé avec Mike Valtz. C'est-à-dire Donald Trump aussi est inquiet de son côté que Netanyahou puisse le balader comme Vladimir Poutine l'a fait selon lui. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'accord sur l'Ukraine, ça montre que d'une certaine façon, et d'ailleurs aussi les propos que Trump a eus récemment sur Poutine, personnellement à ma surprise, ça montre qu'à un moment donné, il n'est pas dupe de ce que fait Poutine et il faut pas non plus lui faire à l'envers. Donc il a sans doute un petit peu peur que Benjamin Netanyahou le balade. Il faut aussi savoir que Donald Trump va être dans la région, va être en Arabie Saoudite et aussi au Qatar dans les prochains jours. Et il faut savoir qu'il a aussi des intérêts extrêmement forts financiers dans la région. Vous allez avoir une Trump Tower comme par hasard qui vient être créée au Qatar, une autre dans les Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite a annoncé 1000 milliards d'investissements. Et donc Benjamin Netanyahou, je pense, a un petit peu peur d'être isolé par rapport à cette tendance qu'il y a dans la région qui veut absolument un accord avec l'Iran. Donc c'est aussi à cette aune qu'il faut lire ça. Et Benjamin Netanyahou, la dernière chose qu'il veut faire, c'est apparaître comme quelqu'un manipulant Trump. Donc c'est la raison pour laquelle il essaie vraiment de calmer le jeu et de dire nous sommes complètement alignés avec les États-Unis. La vraie crainte de Benjamin Netanyahou, c'est un accord Iran-États-Unis sur le dos d'Israël. Donc c'est très important de voir ce qui se passera dans les prochains jours. C'est aussi à cette aune qu'il faut voir que l'offensive à Gaza n'aura pas lieu avant le voyage de Trump dans la région pour ne pas, je dirais, déplaire à Donald Trump avant son voyage dans la région. Donc il se passe énormément de choses en ce moment où tout est un petit peu lié. Gaza, les Houthis, l'Iran et la relation israélo-américaine. Et Israël qui a toujours peur, effectivement, d'être un petit peu isolé, finalement, par rapport à Donald Trump. C'est ça, en vérité, Sébastien.
C'est ça, et parce qu'Israël a parfaitement conscience des amitiés, des fortes amitiés, des intérêts qu'a les États-Unis sous Trump avec ces pays de la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. On sait encore une fois la relation transactionnelle, la nature transactionnelle de la relation qu'a Trump avec tout le monde, y compris avec Israël. Et dans ce jeu-là, ça fait un petit peu peur à Israël d'être isolé. Donc la dernière chose que veut faire Benjamin Netanyahou, c'est d'apparaître comme quelqu'un enfonçant un coin dans l'alliance entre Israël et les États-Unis. Il veut montrer un front uni pour ne justement pas donner d'arguments et de force à l'Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes, qui dans ce coup ne sont pas véritablement des alliés d'Israël par rapport à l'Iran. Alors juste un dernier mot, il nous reste 1 minute, Sébastien, je voulais vous faire réagir à cette actualité. Donald Trump, qui avait promis pendant sa campagne de mener la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays, a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités depuis son retour au pouvoir. Il va donner $1000 aux clandestins pour qu'ils s'auto-expulsent. Votre réaction, Sébastien ? Alors, c'est intéressant, on parle beaucoup de nature transactionnelle de Trump, ça en fait complètement partie. C'est-à-dire qu'il estime que là, on peut sans doute régler un problème avec de l'argent. Pourquoi pas? C'est un moyen en tout cas pour lui sans doute de déplacer le curseur, de dire regardez, je ne suis pas que dans la dureté, je peux être aussi dans une approche transactionnelle des choses et régler ça un petit peu comme un promoteur immobilier. Trouvons un accord, partez comme ça. C'est assez peu probable que ça ait du succès parce que les gens qui sont ici, c'est souvent pour monter une famille, rebâtir une vie. Pas certain que ça ait beaucoup d'effet, mais en tous les cas, je pense que c'est assez populaire auprès de son électorat. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy d'avoir réagi pour nous à cette actualité aux États-Unis. On a fait un tour effectivement de ce qui se passe avec Donald Trump. On vous retrouve la semaine prochaine.